Bonjour Stéphane Le Rouge. Allez, on va le dire, vous êtes un peu le pape de la réédition discographique des plus grandes musiques de films et de ses plus grands compositeurs. Vous êtes donc en charge à Universal, la maison de disques de tout cela, et vous publiez un coffret. Alors c'est vraiment monumental, consacré à Ennio Morricone, l'immense maestro du cinéma et de la musique de film, italien évidemment, mais mondial. Et votre passion est intacte pour Ennio Morricone. Ouais. Non, j'en parle avec un peu une forme d'émotion aujourd'hui parce que quand on a commencé avec Morricone à préparer ce coffret, c'était en novembre 2018 et on avait publié un coffret de 20 CD sur Michel Legrand. Dans les coulisses d'une rencontre qu'on a organisée avec Morricone à la Cinémathèque française, je lui ai donné le coffret sur Michel Legrand. Il m'a dit « Pourquoi est-ce que vous ne faites pas la même chose sur moi ?» On a enclenché le projet. J'ai passé une merveilleuse journée avec lui à Rome en avril de l'année dernière et le coffret est sorti en novembre dernier. Donc c'est une espèce de somme, de résumé subjectif d'un parcours transversal et œcuménique. Oui, alors on va entendre des musiques comme ça d'Ennio Morricone, tant de succès, les plus grands succès, mais là, il y a combien d'heures de musique dans ce coffret? Il y a 20 heures de musique. Ouais. C'est difficile parce que quand vous avez une œuvre aussi inépuisable, 523 films, comment sélectionner quelle bande originale, comment, dans quel ordre? Et voilà, et j'ai eu la chance de pouvoir faire ce parcours avec lui, d'avoir son regard, son éclairage sur la construction du coffret, ce qui est passionnant. Ouais. Alors on va dire quelques mots par exemple de cette musique-là, écoutez. Ça paraît simple. Ouais. Ça paraît tout simple, hein, le bon, la brute et le truand. Ouais, et cette idée géniale d'avoir ce chanteur qui imite le cri du coyote, comme ça, sous forme de gimmick. Et c'est le troisième film de Morricone avec Sergio Leone. Et c'est avec vraiment ce film-là, Le Bon la Brute, qu'il devient une rockstar quasiment de la musique de film, une diva. Ouais, alors on va entendre une autre musique. Celle-là, évidemment, c'est un harmonica. Ouais. Histoire de rendre hommage, c'est pas Charles Bronson qui joue de l'harmonica. Non. Évidemment, Charles Bronson ne sait pas jouer de l'harmonica. Allez, vous allez nous dire, Stéphane Le Rouge, qui joue de l'harmonica? C'était un des grands complices de studio de Morricone qui s'appelle Franco De Jimini et qui a été son double à l'harmonica pendant 40 ans. Quoi. Ouais. Et il paraît, est-ce une légende ou pas, Morricone n'a jamais confirmé ni infirmé qu'à l'enregistrement, Sergio Leone voulait vraiment avoir un timbre d'harmonica étouffé, vraiment avec ses demi-tons sinistres, et qu'il aurait quasiment strangulé l'harmoniciste pour obtenir exactement ce son-là. Oui, parce qu'on dit que c'est un harmonica désaccordé, mais pas du tout. C'est un harmonica qui annonce la mort, annonce finalement le scénario du film. Qui annonce à la fois la mort du frère de Bronson et qui annonce la vengeance de Charles Bronson 30 ans plus tard. Ouais, alors c'est évidemment Sergio Leone. Quel duo, Morricone-Sergio Leone. Ouais. Incroyable. Alors un duo incroyable, c'est un binôme quand même avec une forme de fraternité, mais nourri d'amour vache quand même. Il y avait une sorte de concurrence, il y avait un humour un peu... Ils se taquinaient beaucoup l'un et l'autre. On sait aujourd'hui que Sergio Leone a provoqué, a saboté la collaboration potentielle de Morricone avec Kubrick sur Orange Mécanique, volontairement. Parce qu'il était non pas jaloux, mais ça l'agaçait de voir sa chose, sa créature s'échapper vers d'autres collaborations. Ouais. Mais bien sûr, c'est un binôme mythique avec uniquement 6 films. On a l'impression qu'ils ont travaillé ensemble pendant 40 ans et qu'ils ont fait 40 films. Non, c'est juste une collaboration qui va durer 20 ans et 6 films. Oui, et celui-là notamment, il était une fois la Révolution, par exemple. Ouais. Là, il faut dire, c'est un siffleur. C'est un siffleur, c'est Alessandro Alessandroni, qui est un chanteur, siffleur, guitariste, multi-instrumentiste. C'est la voix magique de cette soprano Eda Delorso, qui était la voix de toutes ces musiques de Morricone pendant des années. Dès qu'il y avait une voix féminine, toujours qui semblait flotter en lévitation, c'était Eda Delorso. Est-ce qu'on peut définir le style d'Ennio Morricone? Pour moi, le style de Morricone, mais je peux me tromper, c'est personnel, c'est que c'est un compositeur de musique de film contrarié. Il n'a jamais rêvé du cinéma. Il aurait rêvé de devenir un compositeur savant, de devenir un symphoniste, d'écrire pour le concert. Et finalement, la vie, les circonstances de l'existence l'ont amené d'abord vers la variété et ensuite vers le cinéma. Et tout s'est joué sur cette espèce de négociation, de compromis qu'il a dû trouver entre satisfaire les attentes du metteur en scène et satisfaire ses propres ambitions d'écriture. Ouais. Écoutez ça, on croirait voir les images.
incroyable. Est-ce qu'on peut dire que c'est évidemment une musique cinématographique, mais c'est une musique qui peut se suffire à elle-même? Oui, alors là, vous savez, Morricone avait un point de vue très très simple. Il disait, j'écris de la musique absolue, qui était ce qu'il écrivait pour le concert, et j'écris de la musique appliquée, ce que j'écris pour le cinéma. Et quand on s'est vu à Rome, pour l'entretien notamment, qui est dans le coffret, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais est-ce que finalement, Ennio, pour vous, ce que vous appelez la musique appliquée, la musique pour le cinéma, n'est pas devenue une forme de musique absolue quand vous dirigez, par exemple, la suite Sergio Leone en concert? Et il m'a dit, c'est pas à moi de le dire, mais vous avez peut-être raison. Parce que bien sûr, ces musiques de films sont entrées dans la mémoire collective et sont un pan intégral de notre patrimoine aujourd'hui. Comme celle-là qu'on va entendre. Alors, on pense tous que c'est la musique du professionnel, mais vous, Stéphane Le Rouge, qui est un spécialiste, je ne vais pas vous piéger en vous disant que non. Cet air-là, c'est Chimay. C'est Kimai, qui vient d'un film obscur du début des années 70. Donc il l'a recyclé pour le professionnel, de Georges Lautner. Alors oui et non, il a écrit une musique originale pour le professionnel, qui existe, d'ailleurs qui est sur l'album du professionnel, mais Lautner et Belmondo et René Château, qui était l'associé de Belmondo à l'époque, ont synchronisé et ont dit mais on préfère quand même ce thème Come Maddalena, donc qui est devenu Kimai, donc ils ont recyclé, ils ont juste changé la rythmique en mettant des rythmiques plus années 80, voilà, qu'on entend là. Oui, on l'entend. Ouais. Et est-ce qu'il pense à Belmondo quand il compose, quand il fait ça? Parce qu'on dit, il pense au comédien. On imagine Belmondo, là. On imagine Belmondo, mais c'est a posteriori, puisqu'à l'origine, cette musique, elle a été écrite en 71. Donc, le professionnel, on était 10 ans plus tôt. Donc, c'est devenu a posteriori indissociable de Belmondo. En revanche, lorsqu'il a écrit Le Casse, ou Peur sur la ville, ou Le Marginal, là, bien sûr, il a écrit pour Belmondo. Oui, alors, des collaborations avec le cinéma français. Ouais. Tous les cinémas, finalement. On dit que c'est un compositeur italien, mais c'est un compositeur universel. Universel. Alors, il est profondément italien et en même temps, ce qui est incroyable, c'est qu'il a toujours refusé de faire l'apprentissage d'aucune langue étrangère. Il ne parlait ni anglais, ni français. Et quand on lui disait, mais pourquoi est-ce que vous n'avez jamais fait, au moins pris des cours pour apprendre un peu l'anglais? Il disait, non, ce serait du temps qui me serait volé sur l'écriture musicale, sur la composition. Et donc, il se disait, mais après tout, par ma musique, je touche la planète entière. Oui, oui. Et par exemple, ce morceau-là, mondialement connu, avec la voix de John Baez, écoutez ça. Ça, évidemment, ça se retrouve dans ce coffret Ennio Morricone. On y retrouve les chansons, les adaptations, enfin tout à fait inattendues. Il y a même Gérard Depardieu, il y a toutes sortes de choses. Moustaki. Et donc là, par exemple, c'est un CD sur le cinéma politique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musique de Morricone sur du cinéma politique. Alors ça, si Morricone était toujours là et que vous le receviez aujourd'hui, si vous le branchiez là-dessus, sur cette veine-là, il pourrait vous en parler pendant des heures. C'est quelqu'un qui est très attaché à ce qu'on lui parle de ce qu'il a écrit pour le cinéma vraiment engagé, vraiment, le cinéma politique, notamment à travers la bataille d'Alger, Pontecorvo, Sacco et Vanzetti. On l'entendra dans quelques instants, voilà, la bataille d'Alger. Mais même Mission, par exemple, vous consacrez un CD entier à Roland Joffé, au film de Roland Joffé. Mission est un film politique aussi, quelque part. Oui, de certaine façon, moins directement connecté, parce que les films dont on parle, mettons, La classe ouvrière va au paradis, le film est au présent. Mission est un regard d'aujourd'hui, du présent, sur le passé. Mais Mission a été un cap important parce que c'était une nouvelle renaissance auprès du public anglo-saxon et surtout, ça a obligé Morricone à sortir de son studio d'enregistrement pour aller enregistrer à Londres. Ouais. Il détestait quitter Rome, il détestait voyager. Il enregistre à Abbey Road. Il a enregistré à Wembley, à côté. À côté. Et alors, il utilise quoi? Des hautbois? C'est quoi les instruments là? Tout comme il y a l'harmonica dans l'Ouest, tout comme il y a la flûte de Pan dans Il était une fois en Amérique, là c'est le hautbois, un hautbois magique là aussi qui semble flotter et qui représente la civilisation occidentale qui va arriver comme ça dans la jungle. Et puis il y a ce télescopage avec ses chœurs, avec ses musiques tribales, etc. Et tout ça qui se mélange. Et ça résume bien Morricone, parce que Morricone est multiple. Et à travers le cinéma, il avait trouvé le moyen de faire la synthèse de toutes ces cultures. Ouais. Alors là, on imagine Robert De Niro, Jeremy Irons, Mission. Écoutez ça, c'est grandiose. Quelle liberté, hein? Quelle liberté! Moi, je pense à ça, j'ai presque les larmes aux yeux, je pense à son dernier concert à Bercy. C'était il y a 1 an et demi. Et je pense à la conclusion du concert. Il terminait toujours, ou régulièrement en tout cas, sur la suite
de mission. Je vous assure, quand vous entendez ça en concert, dans une salle de 4000 personnes, vous avez comme une communion incroyable, mais la salle était en feu, en lévitation. Ouais. Alors vous parliez il y a quelques instants de la bataille d'Alger. Ouais. Comment, voilà, cinéma politique, ça l'inspire. Il est engagé quelque part. Il est engagé et puis aussi il peut expérimenter. Par exemple, dans La classe ouvrière va au paradis, il adorait l'idée d'avoir trouvé une correspondance avec un synthé de l'époque et avec une guitare électrique au bruit des tourneuses fraiseuses. Et il écrit une musique mécanique obsessionnelle en intégrant presque façon technique de musique concrète vraiment des bruits vraiment de mécanique quoi, et qui dissonants et qui traduisent un peu la perversion de la relation entre l'homme et la machine. Ouais, c'est ça la bataille d'Alger. Écoutez. Ça donne envie d'écouter. Hein. Voilà, je sais pas, il y a 18 CD, c'est un coffret, il était heureux parce qu'il n'avait jamais eu quelque chose comme ça. C'est le panthéon de la musique de film. Il est au panthéon de la musique de film, Ennio Morricone. Alors c'est toujours troublant parce que quand vous arrivez, vous voyez des personnes comme ça, qui ont franchi le cap des 80 ans. Je me souviens que quand on a commencé à travailler avec Michel Legrand sur un projet comparable, il m'a dit, tu ne fais pas une synthèse de mon œuvre, tu prépares mon sarcophage. Il m'a dit ça en riant. Et je lui dis mais non. Et Michel d'ailleurs a écrit, ensuite il a écrit 2 concertos magnifiques. Morricone, j'étais troublé parce qu'il avait décidé d'arrêter le cinéma, d'arrêter les concerts. Il voulait uniquement se consacrer à sa musique dite absolue et à travailler avec Tornatore. Il disait ce sera mon dernier metteur en scène. Et forcément, quand je l'ai vu l'année dernière, qu'on a construit ce coffret ensemble, je me suis dit j'espère pouvoir le revoir et j'espère pouvoir continuer l'aventure avec un volume 2. Il y aura un volume 2, mais malheureusement, Ennio n'est plus là. Ouais, mais pas facile ou comment? Parce qu'il y en a qui ont dit c'est pas toujours quelqu'un de simple, hein, il a son caractère, hein, Ennio. Hein. Écoutez, j'ai eu un jour une situation très difficile avec lui, c'est la seule que j'ai vécue. Sinon, ça a été tout le temps sans orage, une collaboration parfaite. J'ai animé une rencontre avec lui et je lui envoie le témoignage du metteur en scène Francis Giraud, qui avait fait plusieurs films avec lui. Et Giraud termine son témoignage en disant « Quand vous avez fait mon premier film, Le Trio Infernal, j'étais tellement fou de joie que vous acceptiez de faire la musique de ce film. Je suis passé vous prendre à votre hôtel à Paris, au Plaza Athénée, pour vous ramener moi-même dans ma voiture à Roissy. » Et j'ai remarqué que vous étiez parti en piquant la clé de votre hôtel au Plaza. Et je vous ai dit, qu'est-ce que vous faites? Et vous m'avez dit, je collectionne les clés de tous les grands hôtels, des palaces dans lesquels j'ai séjourné. Ça, c'était en 1974. Et Giraud lui dit, aujourd'hui, maestro, 30 ans plus tard, collectionnez-vous les passes magnétiques. La lumière est revenue. Morricone a pris le micro, a dit « C'est faux, je n'ai jamais volé d'une clé dans un hôtel. » Bouh. Là, je vous assure, pour rattraper une interview après ça, il n'y a plus qu'à sortir les avirons. Ouais, écoute, c'était super. Voici Ennio Morricone, des musiques de films, des documents. On va se quitter avec une musique complètement différente pour comprendre qu'il était capable de tout faire. Quand on lui dit un film, ça fait une comédie, ça s'appellera La Cage aux folles, mais ça donne cette musique-là. C'est vrai qu'il est capable de faire ça aussi, Ennio Morricone. Bien Écoutez. Sûr. C'est complètement La Cage aux folles. Mais c'est ça qui est formidable, c'est que c'est peut-être l'un des compositeurs, avec Michel Legrand, les plus œcuméniques, les plus transversaux. Il est compatible avec tous les cinémas. Et je pense même que dans ces années bouillonnantes des années 70, où il faisait parfois jusqu'à 12, 13, 14 films par an, il prenait chaque film comme la récréation du précédent et du suivant. Et justement, faire un film politique, une comédie, un thriller, un giallo, un western, c'était ça qu'il faisait, où il trouvait vraiment son plaisir de compositeur. Merci beaucoup Stéphane Le Rouge, un génie. Voilà, on va tout résumer. Et il est là, le génie, il est dans ce coffret absolument magnifique. On se quitte donc avec Ennio Morricone. Merci Stéphane Le Rouge. Merci Patrick.